Alors, passons à la partie économie de cette période de l'histoire de 1848 à 1864, où il y a la première phase industrielle. Donc, on est parti après l'adoption du libre-échange par le Royaume-Uni dans les années 1840. Les marchands de la province du Canada cherchent à développer un marché intérieur et à accroître leurs ventes aux États-Unis parce que on n'a plus des ventes nécessairement assurées au Royaume-Uni. À la même époque, pardon, la colonie commence à s'industrialiser, c'est-à-dire que des entreprises fabriquent des produits en grande quantité dans des établissements industriels. On va parler d'usines, des fois de fabriques de manufacture. On utilise des machines qui sont actionnées par l'eau ou la vapeur. Ça permet d'accélérer la production. Tout comme la division du travail. Et parlant de division du travail, c'est sur ce principe-là là, qu'on va faire que le travail soit séparé en de multiples tâches, dont chacune est prise en charge par un ouvrier. Il devient ainsi spécialiste de sa tâche. Avant, un artisan devait s'occuper de toutes les étapes de la fabrication. Le travailleur d'usine se voit plutôt confier une tâche précise et répétitive au sein d'une usine contribuant à une partie seulement de la fabrication d'un produit. Ainsi, le nombre d'artisans diminue. Les travailleurs d'usine se multiplient. C'est souvent aussi des travailleurs qui sont peu qualifiés. Alors, voici les caractéristiques de la première phase industrielle. C'est jusqu'en 1900. On utilise donc la vapeur qui est causée par de l'eau chauffée avec on chauffe le charbon et ensuite, ou encore la force de l'eau hydraulique, comme dans les moulins, par exemple. C'est surtout dans l'alimentation, le textile, le cuir, la chaussure. On voit ici, là, à droite, l'intérieur d'une usine dans la deuxième moitié du 19e siècle. C'est surtout des investisseurs britanniques qui investissent, puis c'est surtout dans les centres urbains comme Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières qu'on retrouve les premières villes. Pour construire les usines et acheter les machines, ben, ça prend de l'argent. Puis l'argent vient de qui? Donc, de la bourgeoisie d'affaires d'origine britannique, qui a été enrichie par le commerce du bois. Puis il y a aussi le gouvernement qui va investir pour la construction de chemins de fer, mais ça, je vais en reparler. La mécanisation, la division du travail augmente la productivité. On produit plus, on peut vendre plus et faire du profit qu'on va réinvestir dans de nouvelles entreprises. C'est le capitalisme industriel. Donc, voici la définition. Système économique dans lequel des entrepreneurs investissent des capitaux, donc de l'argent, afin de s'approprier des moyens de production pour en faire un profit. Plusieurs hommes et femmes des milieux ruraux, donc de la campagne, vont se déplacer vers les villes en quête d'emploi dans les nouvelles usines. On faut donc construire des logements pour abriter la population. Donc, il va y avoir des quartiers ouvriers près du canal La Chine à Montréal ou encore en basse-ville de Québec, et aussi des quartiers bourgeois loin des zones industrielles, donc pour être à part, là, donc sur les flancs du Mont-Royal ou en Haute-Ville de Québec. Les conditions de vie dans ces quartiers sont souvent pénibles, les logements sont souvent chers et insalubres, les services publics inexistants. Même que plus tard, là, l'urbanisation va pousser Montréal à Québec à développer le système d'aqueduc, afin d'aménager aussi les réservoirs d'eau parce qu'on accorde une grande importance à l'accès à l'eau. On a vraiment peur des incendies à cause que, en fait, puisque les habitations sont très proches. Puis, plus de foyers raccordés aux aqueducs signifie plus d'eau usée rejetée. Donc, c'est pour ça qu'on va créer un réseau d'égouts. Donc, durant les années 1850-60, là, on va développer les services publics municipaux. Les conditions de travail, donc, on impose des conditions qui sont très difficiles. Les propriétaires d'usines exigent beaucoup de la part des ouvriers qui sont non qualifiés. Donc, s'ils chialent, on peut les remplacer. Les salaires très bas versés aux ouvriers aussi obligent souvent les femmes et les enfants à travailler à des salaires inférieurs à ceux des hommes. C'est dans ce contexte aussi que certains ouvriers en viennent à revendiquer une amélioration de leurs conditions. Donc, c'est qui va le faire? C'est les ouvriers qui sont un petit peu plus qualifiés, donc un peu plus difficiles à remplacer que les autres, donc en meilleure position pour négocier, qui sont les premiers à former des syndicats, mais sachez qu'au début, ils sont illégaux, donc on ne peut pas se réunir pour discuter des différents éléments qu'on voudrait transformer. Les principales villes industrielles sont situées en bordure de cours d'eau, par exemple Toronto au Canada, Québec et Montréal au Bas-Canada. C'est vraiment le transport maritime qui continue de jouer un rôle important, surtout l'été, malgré l'essor des chemins de fer, on va en reparler. Le problème, c'est que le réseau de transport des États-Unis est vraiment compétitif, là, surtout lorsqu'on va vers New York, qui est situé directement sur l'océan. Donc, au Bas-Canada, la navigation, c'est pas aussi facile. Le fleuve Saint-Laurent présente plusieurs obstacles, notamment des bancs de sable, au passage de gros bateaux. Alors, la solution, c'est de creuser le chenal de navigation dans le fleuve Saint-Laurent. Puis l'effet, c'est que ça diminue le temps de transport et ça favorise le port de Montréal pour les échanges avec le Royaume-Uni. Donc, ce chenal de navigation va être super important pour le transport maritime. Maintenant, les chemins de fer sont importants l'hiver. Il manque par contre de capitaux dans la colonie pour financer le développement du réseau de chemins de fer. Oh, il y a une petite erreur ici, je vais la corriger. En 1849, l'Assemblée vote une loi qui permet aux compagnies d'obtenir des prêts plus facilement, puis on va aussi leur octroyer des terres où elles vont pouvoir passer les voies ferrées. C'est là qu'en 1852, on crée la Compagnie du Grand Tronc pour relier Montréal et Toronto. Donc, vous avez une locomotive ici.
Voici donc une carte là, des réseaux de transport en 1864. Donc, Montréal-Toronto terminé en 1856. La compagnie du Grand Tronc aussi moussait en fonction le premier chemin de fer national reliant Montréal et Portland aux États-Unis. Et on va aussi aller de Rivière-du-Loup jusqu'à Sarnia, ici, et Windsor. Donc, vraiment, le réseau de chemin de fer va augmenter. Les canaux, c'était déjà beaucoup plus facile là, avec la création des différents canaux. Donc, entre 1850 et 1860, il y a plus de 3000 km de voies ferrées qui sont construits dans la province du Canada. Maintenant, en 1840, on a adopté le libre-échange et ça force la province du Canada à trouver de nouveaux marchés pour ces matières et on va signer avec les États-Unis. En fait, il faut savoir que c'est Lord Elgin, au nom du Royaume-Uni, qui va négocier et signer l'accord le 5 juin 1854. Les États-Unis, au début, étaient un petit peu réticents, mais l'avantage qu'on a, c'est qu'on va leur permettre de pouvoir pêcher dans les eaux riches en poissons des provinces maritimes et en échange, ben, on fait une entente qui supprime les droits douaniers sur les ressources naturelles, mais pas sur les produits manufacturés. L'objectif, c'est de favoriser la prospérité de la colonie pendant 10 ans. On le signe en 1854, mais à partir de 1861, il y a une guerre aux États-Unis qu'on appelle la guerre de sécession entre les États du Sud esclavagistes et ceux du Nord abolitionnistes. Et finalement, à la fin de la guerre, même si elle est gagnée là, par les États du Nord, on va quand même ne pas renouveler ce traité-là et on verra de quelle façon on pourra travailler sur notre marché économique. Je termine avec le bouleversement dans le monde rural sur cette partie économie. Donc, pendant la guerre, on a beaucoup exporté de produits agricoles vers les États-Unis. C'est surtout les agriculteurs qui sont près des villes qui pratiquent une agriculture plus intensive que ceux des régions. Comment ils font avec différentes solutions? On commence à utiliser de la machinerie tirée par des chevaux ou des bœufs. On a de nouvelles techniques qui permettent de drainer l'eau des champs lorsqu'ils sont inondés. Puis, on a aussi plusieurs agriculteurs qui défrichent. Ça augmente ainsi la surface cultivée. Donc, vous avez ici une moissonneuse-batteuse en 1857 tirée par des chevaux. Le problème, c'est qu'il y a d'autres régions qui connaissent pas les mêmes progrès, donc où on va seulement pratiquer une agriculture de subsistance, même que des fois on doit compléter nos revenus l'hiver là, dans un revenu d'appoint dans le secteur forestier, dans les camps de bûcherons. C'est surtout dans les zones qui bordent le fleuve que les terres aussi deviennent aussi trop petites pour les familles grandissantes. Et ce phénomène va pousser de nombreux Canadiens français à quitter les campagnes pour les villes où ils cherchent du travail dans les industries. Alors pourquoi est-ce qu'on quitte? Pourquoi est-ce qu'il y a certaines régions où on ne connaît pas le même progrès? C'est qu'il y a comme un cycle sans fin là, de difficultés. Donc par exemple, dans l'élevage, on manque de ressources financières pour se procurer et entretenir les animaux qui sont en mauvais état, qui donnent de faibles rendements et ainsi on manque de fumier qu'on va étendre dans les champs. Les champs vont s'épuiser, faible rendement, donc on a moins de nourriture pour les animaux. Donc c'est comme un cercle sans fin. Cette situation-là là, de gens qui quittent vers les villes, ça inquiète le clergé catholique qui craint une baisse de la population canadienne-française dans la colonie qui privilégie la vie rurale. Puis c'est parce que dans les campagnes, on a un plus grand contrôle sur le comportement moral des habitants. Et donc, pour tenter de freiner l'immigration vers les régions urbaines, le clergé et l'État travaillent à l'ouverture de régions de colonisation, comme par exemple au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Mauricie, en Outaouais ou dans les cantons de l'Est. Et on va créer des sociétés de colonisation. Ils choisissent les terres, ils gèrent l'ouverture des voies d'accès, fondent de nouvelles paroisses, fournissent les semences. Mais malgré ces initiatives où on ouvre de nouvelles régions, il y a quand même plusieurs personnes en campagne qui continuent de migrer vers les villes. Certains même vont tenter leur chance vers l'Ouest canadien qui prospère après la découverte de gisements d'or. Et d'autres vont prendre le chemin des États-Unis, donc vers le Vermont, le Maine, le New Hampshire ou New York, qui sont attirés par les emplois qu'on retrouve dans les manufactures aux États-Unis. Donc, comment ça va se poursuivre, tout ça, et aussi quel traité ou encore quel marché on va aller créer suite à la fin du traité de réciprocité, c'est ce que nous verrons.